C'est ça, aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats de recherche sur la gestion intégrée de la mouche des semis dans les grandes cultures. Donc, tout d'abord, une petite présentation de la mouche des semis. La mouche des semis fait partie d'un complexe d'Elia et Delia platura fait partie de ce complexe. Donc, dans ce complexe de mouches, on recense 4 mouches. Donc, la mouche des semis, Delia platura, la mouche du chou, Delia radicum, la mouche de l'oignon, Delia antica, et la mouche granivore du haricot, Delia florilega. Donc, toutes ces espèces, en fait, sont très difficiles à différencier. C'est pour ça qu'en général, on parle d'un complexe de mouches de semis. Certaines espèces sont capables de différencier les espèces de plantes, donc ce qui fait qu'on a certaines espèces qui vont être plus attirées par le maïs ou le soya ou d'autres espèces pour les légumes. Et Delia platura est la principale espèce qu'on va retrouver dans le soya et dans le maïs au Québec. Alors, quelle est la problématique de la mouche des semis? Au final, c'est une source de préoccupation économique dans les régions plus au nord. Pourquoi? Parce que la température au moment des semis va coïncider avec le développement de l'insecte. Si on regarde au niveau du développement de l'insecte va passer l'hiver sous forme de pupe et au printemps, donc au moment des semis, les adultes vont émerger, vont s'accoupler et vont venir pondre à la base des plants. Ces œufs, en fait, de première génération vont éclore vers la fin mai, début juin. Par la suite, les larves en fait, vont se développer dans les grains en germination et en développement, en creusant des galeries à l'intérieur de ces grains. Et donc, par la suite, à la fin à maturité, en fait, la larve va s'enfoncer dans le sol pour se transformer en pupe et recommencer une nouvelle génération 7 à 14 jours plus tard, ou encore à la fin de l'été, rester sous forme de pupe pour passer l'hiver. Alors toujours, pourquoi cette problématique de mouche des semis? C'est également un ravageur qui est présent dans la grande majorité des champs, mais souvent, elle est sporadique ou imprévisible. C'est-à-dire, elle va être présente dans tous les champs, mais on ne va pas forcément avoir de gros dommages qui vont être faits. Aussi, on a une absence de corrélation entre la présence d'adultes et la présence de larves. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des adultes dans un champ qu'on va forcément se retrouver avec une problématique de mouche des semis dans ce champ. On parle d'environ 2% des plantules infestées d'une manière générale, mais parfois, on peut avoir beaucoup plus, comme 30 à 60% de perte de peuplement. Et on a seulement quelques champs qui vont présenter des problèmes majeurs par année. Donc, si on regarde au niveau des dommages causés par la mouche des semis, on parle de destruction de points de croissance, des retards de croissance, comme on peut voir sur l'image en dessous, et également des galeries dans les grains. Ces galeries, en fait, vont causer un dépérissement des parties aériennes et parfois la mort du plant. Et donc, on va se retrouver avec une réduction de peuplement et potentiellement des pertes de rendement en fin de saison. Dans de rares cas, il y a de fortes infestations qui peuvent provoquer également une perte totale ou presque complète du peuplement. Donc ici, c'est juste pour vous montrer à gauche un grain de soya, à droite un grain de maïs, voir un petit peu le nombre de larves puis les dommages que ça peut causer au niveau des grains ou des cotylédons. Donc là, on voit vraiment bien au niveau du soya les galeries creusées par les larves de mouche des semis, qui sont d'ailleurs assez grosses, qui arrivent proche de la maturité. Et ici, on a une larve de mouche des semis à droite, à l'intérieur, qui a vraiment creusé dans le grain. Et donc là, on voit très bien qu'on va avoir moins d'énergie qui va être disponible pour le plant et donc une émergence qui va être retardée ou encore un plant qui va dépérir et puis qui va causer une perte de peuplement. Finalement, quand les larves sont présentes dans le champ, il est généralement trop tard pour agir. Il n'y a pas d'insecticide qu'on peut utiliser ou d'autres techniques qu'on peut utiliser pour justement lutter contre cet ennemi. Donc au final, nos questionnements à l'heure actuelle, c'est comment on peut prévoir les infestations. Est-ce qu'on peut améliorer la gestion du risque de la mouche des semis et comment on peut faire pour aider les producteurs à gérer cette problématique de mouche des semis. Donc au fil des années, on a conduit différents projets de recherche pour répondre à différentes questions. Là, je vais vous présenter un petit peu ces résultats sous forme de questions. Une des premières questions qu'on se pose, c'est comment savoir si un champ est à risque. Là, on a eu un premier projet de recherche pour lequel on a regardé différents facteurs de risque, notamment où on focusait beaucoup plus sur les amendements organiques. Donc, si on regarde ici les résultats, on a différents engrais qui ont été utilisés. Donc, le premier carré, c'est de l'engrais minéral, du fumier de bovin, du fumier de poulet et du lisier de porc, pour lesquels on a regardé en fait la proportion de plants infestés. Donc, on faisait vraiment des dépistages. Ce qui est vraiment intéressant de regarder, c'est dans le fumier de poulet. Quand on utilise du fumier de poulet, ça va favoriser la présence de mouches des semis. On avait des proportions de plants infestés qui variaient entre 80 et presque 100% de présence de mouches des semis au niveau quand on utilisait du fumier de poulet. Le fumier de poulet, surtout quand il est utilisé 2 semaines avant le semis, une semaine avant le semis ou le jour du semis,
Et c'est vraiment à utiliser avec précaution. Grosso modo, il faudrait l'enfouir le plus longtemps possible à l'avance. Quand on le laisse en surface, on n'a pas de problème. Puis quand on l'enfouit à l'automne, on n'a également pas de problème de mouche des Smith. Ensuite, en plus des fumiers de poulet, il y a également le fumier de bovin et le lisier de porc, comme on peut voir ici, le fumier de bovin le jour du semis et le lisier de porc le jour du semis, qui vont favoriser la mouche des semis en comparaison à des enfouissements qui vont être faits 1-2 semaines à l'avance ou encore à l'automne. Donc, finalement, la date d'enfouissement va dépendre du type d'engrais organique qu'on va utiliser. Mais grosso modo, règle de Pouce, plus la période entre l'enfouissement et le semis est importante, moins on va avoir de problèmes de mouche des semis. On a un autre projet qui est toujours en cours d'ailleurs, où on vise à justement essayer de valider et puis de donner une certaine importance aux différents facteurs de risque. Donc là, on essaie de voir vraiment l'influence relative et l'effet de différentes variables. On a une quinzaine de variables qui ont été étudiées à partir d'une base de données et pour lesquelles on voit le poids en fait des différentes variables. Donc on voit que la région, le précédent cultural 3 ans auparavant, la date de semis, la présence de mauvaises herbes et également le travail de sol sont des variables qui sont relativement importantes. Donc, ces 5 variables vont expliquer en fait 62% de la présence ou de l'occurrence de mouches des semis dans les champs. Donc, c'est assez important. Donc là, je vais vous passer au travers un petit peu des différents facteurs de risque. Donc, on parlait de la région qui était très importante. Mais effectivement, la probabilité d'avoir de la mouche des semis va être plus élevée dans les régions comme le Bassin-Laurent, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, l'Estrie, la Naudière ou encore la Montérégie-Ouest, alors qu'elle serait plus faible en Abitibi, centre du Québec, Mauricie, Montérégie-Est et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensuite, la latitude-longitude va avoir une importance. Grosso modo, on va avoir plus de risques de trouver de la mouche des semis quand on est dans le sud ou vers l'est. Donc, ça vient beaucoup, c'est très en lien en fait avec la région. Ce qu'on voit aussi, c'est que les dates de semis étaient assez importantes. Donc là, on a peu de chances d'avoir la présence de mouches des semis si les semis sont effectués avant le 10 mai. Par contre, à partir du 20 mai puis jusqu'au 9 juin, là, ça augmente de manière exponentielle le risque ou la présence de trouver la mouche des semis. Et ça, c'est vraiment à remettre en lien avec le cycle de développement de la mouche des semis. Finalement, la présence de mauvaises herbes, quand on n'a aucune mauvaise herbe, on a moins de chances de trouver de la mouche. Quand on en a, on a plus de chances que l'infestation soit faible, moyenne ou abondante. Le travail de sol va être plus élevé pour les travaux de sol. Par contre, ça va être beaucoup plus faible le fait de faire un semis direct ou un travail réduit. Les précédents culturaux, je vous en parlais aussi. Donc là, les précédents, on va avoir plus de chances de trouver de la mouche des semis quand le précédent cultural 2 ans ou 3 ans auparavant est de la céréale. Par contre, ça va être plus faible lorsque c'est semé en maïs. Finalement, la texture de sol, ça va être plus élevé dans les sols légers, plus faible dans les sols lourds ou les sols argileux. La superficie, plus le champ va être plus petit, plus on va avoir de chances de trouver de la mouche des semis. Et finalement, l'élévation aussi qui aurait une certaine influence sur la présence de mouche des semis. De manière intéressante, le pourcentage en matière organique n'est pas sorti. Ça représente que 3,2% de la variabilité. Et le traitement de semences non plus ne permet pas d'expliquer la présence de larves de mouche des semis. Donc finalement, quand on revient à notre question, est-ce qu'un champ est à risque? Est-ce qu'on est capable de savoir si un champ est à risque? Et effectivement, il y a une combinaison de facteurs qu'il faut considérer, comme l'utilisation d'amendements organiques tels que les fumiers, les lisiers, les engrais verts, surtout quand ils sont enfouis proche du semis, ça va être des facteurs de risque. Les dates de semis aussi vont être importantes. Si on sème début mai, on va être moins à risque que si on sème beaucoup plus tard dans la saison. Puis d'autant plus si on a une levée qui va se faire de manière lentement durant cette période. En fonction de la région, la présence de mauvaises herbes, le travail de sol aussi va être important dans le facteur de risque, la texture des sols, le précédent culturaux à regarder aussi, ça peut aider, la taille. Et finalement, la question qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est l'historique d'infestation. Pour le moment, on n'est pas encore capable de savoir si oui ou non l'historique d'infestation est un paramètre qui est important, mais c'est sûr que si on a des pratiques à risque dans le champ, l'historique d'infestation peut être un facteur de risque. Donc maintenant qu'on sait que notre champ est à risque, est-ce qu'on peut prévoir l'activité printanière de la mouche des semis? Donc là, il y a un projet où on a développé un modèle prévisionnel. Donc, ce modèle prévisionnel vise à prédire le pic d'activité de la mouche des semis et donc la période à risque. Ce modèle est basé sur la présence, en tout cas l'accumulation de degrés jour qui va être accumulée par l'insecte. Donc, ce qu'on a fait, c'est ici, je vous ai juste représenté un pic d'activité de la mouche des semis. Donc ici, on est à 50%, c'est-à-dire que 50% des mouches ont émergé, puis 50% restent à émerger.
D'une manière générale, le modèle va prévoir à peu près on parlait du 20 août, du 20 mai, pardon. Donc là, on a vraiment notre dynamique de mouche des semis. Puis, quand on va faire notre semis, mettons, aux alentours du 19, ouais, c'est bizarre, aux alentours de début mai. Alors, si on a comment dire, un printemps qui est frais et humide, on va avoir une levée qui va être assez lente et donc on va avoir une période à risque entre le semis et la levée qui va être beaucoup plus grande pour la mouche des semis. Parce qu'après la levée, la mouche a plus besoin, la mouche a beaucoup moins d'effet sur les plants puisque la plantule n'a plus besoin du grain pour se développer. Par contre, quand on a des conditions qui sont favorables à une levée rapide en fait, des plants, la période à risque va être beaucoup plus faible et donc on a moins de risques d'avoir des problématiques de mouche des semis. Donc, le modèle prévisionnel qu'on a développé, le premier modèle a été développé à partir de dynamiques de population qu'on a relevées à partir de pièges bol jaune, de populations piégées au sérum. Donc là, on avait un modèle qui surestimait en fait en début de saison. Donc, l'objectif de ce modèle, ici, on a le pourcentage de mouches émergées observées, puis le pourcentage qui est prédit par le modèle. Grosso modo, ce qu'on veut, c'est une ligne qui est égale à 1, c'est-à-dire si on prévoit 50%, et ici, on veut avoir un pourcentage prédit de 50%, on va avoir un pourcentage observé de 50%. Et notre modèle, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il surestimait en début de saison l'émergence de la mouche des semis. On était relativement bon au niveau de 50% d'émergence, puis par la suite, on sous-estimait l'émergence de la mouche des semis. Mais par contre, c'était quand même une bonne base pour développer le modèle. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a développé un deuxième modèle pour lequel on a pris notre base, le modèle 1, auquel on a ajouté des dynamiques de population de plusieurs champs au Québec. Donc là, on avait un modèle, on voit les points, la répartition, mais les points sont beaucoup plus centrés au niveau de la ligne rouge et notre ligne bleue, en fait, est la moyenne de nos points. Donc là, on se rend compte qu'on a un modèle qui est un peu moins biaisé, qui surestime toujours légèrement les pourcentages d'émergence en début de saison. Par contre, les performances étaient relativement semblables à celles du modèle 1. Donc là, on a essayé d'optimiser, en fait, d'affiner ce modèle donc pour arriver avec notre modèle 3, notre modèle final, qui lui est beaucoup moins biaisé. Il surestime légèrement en début de saison. Par contre, on voit que la ligne bleue est vraiment accolée avec la ligne rouge. Les performances prédictives sont supérieures. Si on regarde le R carré, on est à 0,92 versus 0,81 ou 0,80 pour les autres modèles. Et finalement, on a injecté des variables à l'intérieur pour pouvoir prédire. Et les variables les plus importantes, c'est les degrés jours cumulés par la mouche des semis qui expliquent 86% de la variabilité et également les jours juliens qui vont expliquer 5,2%. Donc là, on a un modèle. Est-ce que ce modèle est capable de prévoir les pics d'activité de la mouche des semis? Effectivement, le RAP utilise, le réseau d'avertissement phytosanitaire utilise ce modèle. Et donc, à chaque année, on essaye de mettre à jour, de rouler le modèle, puis de prévoir les différentes dates de semis pour différentes régions au Québec pour avoir un ordre d'idée de quand la mouche va être présente au niveau des champs. Donc maintenant, on essaye d'acquérir plus de données dans les différentes régions du Québec pour justement encore affiner puis être plus performant dans la prédiction du pic de population. Donc maintenant qu'on sait qu'on a un champ qui est à risque puis qu'on connaît la date du pic d'activité de la mouche des semis, est-ce qu'on peut déjouer les problèmes de mouche des semis en modulant la date de semis? Donc ça, c'est un projet qu'on vient tout juste de finir. Le rapport final a été soumis au MAPAC au mois de février, devrait être validé bientôt puis publié sur AgriRéseau. Donc, si jamais vous voulez les résultats, vous y aurez accès. Donc là, on a fait vraiment différentes dates de semis pendant le pic de population. Donc, notre modèle, on était capable de savoir quand est-ce qu'arrivait le pic. Puis là, on essayait de semer. On a fait 10 à 11 semis qui étaient réalisés à peu près 2 fois par semaine pour couvrir de fin avril, début mai jusqu'à début juin. Là, on voulait vraiment voir si on arrivait à synchroniser les dommages de mouche des semis, puis de voir si on décale notre date de semis, est-ce qu'on est capable de passer au travers des problèmes de mouche des semis. Donc, c'est sûr que pour favoriser les problématiques de mouche des semis, on a mis du fumier de poulet dans nos parcelles et on a utilisé des semences non traitées. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des dépistages, on regardait donc la présence et l'absence de plants infestés par la mouche des semis, puis on prenait également les peuplements et les rendements en fin de saison. Donc, les populations de mouches des semis étaient faibles pendant les 2 années. Donc, pendant ces 2 années, c'était 2019-2020 où on a conduit les expériences. Les populations étaient très, très faibles au sérum. Mais par contre, on a quand même pu observer certaines tendances. Donc, si on regarde ici, notre courbe en orange va montrer le pic de population réel dans nos champs de mouches des semis. Donc, ici, on arrive à 50% du pic par la suite pour redescendre.
Et si on regarde le nombre de larves, donc nos barres, en fait, pour les différentes dates de semis, donc D1, la date de semis 1, D2, D3, à différentes dates au courant du mois de mai jusqu'au début juin. Et on se rend compte que quand on sème au milieu du pic ou à la fin du pic, en fait, c'est là où on se retrouve avec des pourcentages, des nombres de larves et des pourcentages de plants infestés qui vont être plus élevés en comparaison à si on est au début du pic. Ici, vous allez me dire, on n'est pas dans le pic, puis on a des dommages importants. C'est qu'en fait, on a la deuxième génération de mouches des semis qui commence à venir ici. Donc là, on se retrouve encore une fois dans un pic de mouches des semis pour lesquels on va avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment important de connaître en fait ces pics d'activité pour pouvoir venir semer dans des fenêtres où on n'aura pas de problème de mouches des semis. Si on regarde les données pour 2020, même chose, on a notre pic de mouches des semis. On se retrouve avec des 6, des 7, donc qui sont en plein dans le pic, et des 9, encore une fois, qui est à la fin du pic, avec des problématiques de plants infestés par la mouche des semis. Maintenant, si on regarde au niveau du peuplement, on a un effet de date de semis entre les 2 années. Donc là, on voit que le peuplement tend à augmenter jusqu'à des 4 et par la suite, on a une stabilisation au niveau des peuplements. Donc là, pourquoi ça augmente? Pourquoi on a moins de peuplement en début de saison? On suppose qu'on avait un printemps frais et humide, ce qui a fait qu'on a eu probablement des pertes au niveau des plants. Par contre, en 2020, si on regarde en 2020, on avait vraiment beaucoup moins de variabilité. Les peuplements étaient relativement constants avec une baisse de population pour D5. Par contre, il n'y a eu aucune différence qui a été attribuable à la mouche des semis. Donc, pour rappel, D6, D7, donc les dates de semis avec les triangles ici, vous montrent les endroits où on avait le plus de larves de mouche des semis et le plus de dommages. Et pour autant, ce n'est pas forcément ces dates-là pour lesquelles on avait des peuplements qui étaient plus faibles. Maintenant, si on regarde au niveau des rendements, encore une fois, on a une différence entre les 2 années. En 2019, on avait des rendements qui étaient relativement similaires, très stables entre les dates. Par contre, en 2020, on a eu un peu plus de variabilité, notamment des rendements qui étaient en dessous de 8 tonnes pour les dates la première date de semis, les dernières dates de semis, puis aussi la date de semis à D5 qui avait un peuplement plus faible. Et on avait un rendement qui était aussi légèrement plus faible, mais non significatif à D7. Donc, encore une fois, aucune différence qui a été attribuable à la mouche des semis. Donc, on parle plutôt d'une problématique au niveau du semis, notamment pour notre date de semis 5, parce qu'on avait exactement la même chose dans le soya. Donc, est-ce qu'on peut moduler les dates de semis pour une gestion intégrée de la mouche des semis? Effectivement, le risque d'infestation va être plus élevé dans le maïs et dans le soya quand ils sont semés aux environs du pic d'activité de la mouche des semis, alors que les semis qui sont faits en dehors des pics d'activité, là, on va se retrouver avec soit moins de problématiques de mouche des semis, ou alors les plants sont à des stades qui sont moins dommageables par la mouche des semis. Donc, on se retrouve avec moins de pertes aussi. Donc, est-ce que c'est possible de minimiser les dommages causés par ce ravageur en évitant de semer durant cette période? Et effectivement, on aurait une alternative, ce serait de décaler la date de semis. Par contre, si on ne peut pas moduler ces dates de semis, est-ce qu'on est capable, ou légèrement moduler ces dates de semis, est-ce qu'on est quand même capable de passer au travers de problématiques de mouche des semis? Ce qu'on a essayé de regarder en combinant en fait les dates de semis avec l'utilisation de nouveaux traitements de semences du groupe 28. Là, ça vous présente la proportion de plants infestés dans le maïs en 2020. Donc, cette année, l'expérience a été faite en 2020 et en 2021. Donc, 2020, on avait, comme pour comme l'expérience précédemment, on avait très, très peu de mouches des semis. Donc, on n'a pas pu conclure, en fait, on n'avait pas d'infestation dans nos champs. En 2021, par contre, on a eu une belle année au niveau de la mouche des semis. Les larves étaient plus nombreuses dans les parcelles non traitées que dans les parcelles traitées. Donc, si on regarde, on a 3 dates de semis. Donc, notre première date de semis qui va être aux alentours du début du pic, en plein dans le pic et à la fin du pic. Et là, on se retrouve avec dans les parcelles non traitées un nombre de larves de 107 alors qu'on n'en a qu'une seule dans le traité. Si on regarde dans le non traité, 145 versus 13. Par contre, à la dernière date de semis, on a quand même plus de larves, mais le nombre de larves est beaucoup plus faible que pour les 2 autres dates de semis. Donc ça, c'est intéressant et à garder en tête. La proportion de plants infestés, maintenant, si on regarde pour nos 4 différentes sorties, puisqu'on faisait des sorties une fois par semaine en commençant 7 jours après le semis, et là, on remarque en fait que nos proportions de plants infestés étaient plus importantes dans les parcelles non traitées que dans les parcelles traitées, puis de manière significative, sauf à la dernière visite. Pour la D2, même chose, la différence était moins marquée, mais on avait quand même des différences significatives.
Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que notre dernière date de SMIC qui est faite à la fin du pic, on n'a aucun intérêt d'utiliser un traitement de semences puisqu'on n'a pas de différence significative et même que les proportions de plants infestés sont très semblables entre les semences qui ont été traitées et les semences non traitées. Donc, encore une fois, ça vient supporter que décaler la date de SMIC peut être une alternative intéressante au traitement de semences. Si on regarde au niveau du peuplement et du rendement, ben là, on n'a pas d'effet significatif du traitement. Donc, pour notre date de SMI1, entre les semences non traitées et les semences traitées, on a des peuplements qui sont totalement identiques. Et quand on regarde au niveau des rendements, encore une fois, la même chose entre les semences traitées et non traitées, on n'a exactement aucune différence significative au niveau des rendements. Donc, pour conclure, au niveau de la combinaison de ces dates de SMI et de traitement de semences, ben, on a eu une pression de mouche des SMI qui a été faible en 2020. Ça a été impossible de prévoir, de valider en fait l'effet des dates de SMI avec les traitements de semences. Par contre, en 2021, on a vu qu'on avait une réduction du nombre de larves et de plants infestés, notamment pour la D1, mais plus particulièrement pour celle qui a été faite en plein milieu du pic d'activité. Donc, on parle de 41,6% des mouches qui avaient émergé à ce moment-ci. Par contre, malgré l'effet du traitement de semences sur les larves et sur la proportion de plants infestés, on n'a aucune différence qui a été attribuable à la mouche des SMI pour le peuplement ou le rendement. Donc là, on se pose la question de la pertinence de l'utilisation des traitements de semences quand les infestations sont relativement faibles. Les taux d'infestation qu'on avait ici étaient assez faibles. C'est sûr que quand on a des fortes infestations, on n'est pas capable de répondre parce qu'on n'a pas eu une telle pression, mais on suppose que les traitements de semences pourraient être fonctionnels dans ces cas où il y a de fortes pressions de mouches des SMI. Mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'on n'a aucun bénéfice pour la date de SMI3 de l'utilisation de traitement de semences, qui a été fait à peu près à 80% d'émergence de mouches des SMI. Et donc, encore une fois, ça vient souligner que les dates de SMI, quand on les module avant ou après le pic de population, ben, on est capable d'éviter en fait, les infestations de mouches des SMI. Donc, finalement, pour conclure, est-ce qu'on est capable de gérer de manière intégrée la mouche des SMI? Effectivement, on a beaucoup de connaissances pour mettre en place une gestion intégrée de la mouche des SMI. Il y a encore de nombreux facteurs qui favorisent la mouche des SMI pour lesquels on a encore peu de données ou qui sont inconnus. On peut parler par exemple des composés attractifs qui vont attirer la mouche des SMI à venir pondre dans certains champs plutôt que dans d'autres. Les stades de culture privilégiés, est-ce qu'il y a des cultures qui vont être plus attractives ou pas, etc. Le seuil d'abondance aussi pour impacter la culture. Nous, dans différents projets, en fait, même en ayant 25% ou 30% des plants infestés avec présence de larves, on n'avait pas de perte de rendement qui était en lien avec la mouche des SMI. Donc, ça prend quoi comme seuil de mouche pour vraiment venir impacter les rendements en fin de saison? Finalement, c'est un ravageur qui est présent dans la grande majorité des champs, mais souvent, les dommages vont être soit négligeables, soit limités à quelques champs. Et finalement, il y a plusieurs facteurs de risque qui sont nécessaires pour justifier l'utilisation de traitements de semences. Puis là, je vous réfère à la ligne directrice pour aider les agronomes sur l'utilisation de traitements de semences pour lesquels les facteurs de risque sont détaillés. Finalement, je fais un petit appel à tous cette année. Donc, c'est la dernière année d'un projet de recherche qui vise à valider les facteurs de risque. Puis, on recherche des sites pour faire des dépistages dans des champs qui sont potentiellement à risque pour la mouche des SMI afin de valider tous ces facteurs. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit courriel. Je pense qu'on pourrait le mettre dans le chat ou je le mettrai dans le chat par la suite. Mais n'hésitez pas à me contacter pour si vous voulez savoir comment participer. J'en profite pour remercier le CRAC pour l'opportunité de présenter les résultats de recherche. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Tous les collaborateurs et les agronomes du MAPAC qui participent dans les groupes de travail et qui nous aident aussi à la sélection des sites puis à l'interprétation des résultats. Toute l'équipe du Sérum pour avoir fait les dépistages et finalement le financement MAPAC au travers du programme Prime Vert pour les différents projets, parce qu'il y a plusieurs projets. On parle de 4 projets différents financés tous au travers de Prime Vert. Donc, merci beaucoup. Et finalement, je vous remercie, vous tous, pour votre attention.